Certaines vies semblent plus grandes que tout ce que le cinéma pourrait jamais imaginer. Pourtant, derrière les projecteurs et les acclamations, se cache souvent une vérité fragile, faite de blessures et de pertes que le public ne soupçonne pas. Jean-Paul Belmondo, icône intemporelle du cinéma français, incarnait le rebelle, le séducteur et l'homme irrésistible, mais sa vie privée était marquée par des combats silencieux, des douleurs intimes et des épreuves que nul n'aurait pu imaginer. Né dans une France incertaine et bouleversée par la guerre, Belmondo s'est élevé au-dessus du rejet, de la maladie et d'une enfance assombrie pour devenir une légende nationale. Sa gloire fut immense, mais elle ne l'a jamais protégé de la fragilité humaine. Les épreuves personnelles et les tragédies qu'il a affrontées, certaines dévastatrices, auraient pu briser n'importe quel homme. Et pourtant, il est parvenu à se relever, à continuer à créer et à briller, tout en portant le poids inévitable d'une vie faite de passion, de pertes et de défis incessants. Sa jeunesse fut marquée par le rejet et la rébellion, et ses rêves semblaient souvent impossibles. Mais c'est précisément ce mélange de courage, de détermination et de charisme brut qui a fait de lui ce qu'il est devenu, une figure incontournable du cinéma français et une légende universelle. Le parcours de Jean-Paul Belmondo n'est pas seulement l'histoire d'un acteur célèbre, c'est celui d'un homme qui a su transformer ses failles en force et qui a inspiré des générations par son audace, son humour et sa résilience. Derrière le sourire charmant et le regard malicieux se cachait un homme confronté à la solitude, aux trahisons et aux dangers d'une célébrité sans répit. C'est cette dualité entre le Belmondo adulé par des millions de spectateurs et l'homme vulnérable, blessé et profondément humain qui rend son histoire fascinante et universelle. Et c'est cette histoire que nous allons explorer, depuis les ruelles de Paris où il a grandi, jusqu'au sommet du cinéma mondial, en passant par ses amours tumultueuses, ses exploits physiques et les épreuves qui ont façonné sa légende. Enfance et adolescence. Jean-Paul Belmondo est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille profondément ancrée dans l'art et la culture, mais traversant l'incertitude et les épreuves liées à une France marquée par la guerre. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur renommé, tandis que sa mère, Madeleine, était elle-même une artiste accomplie, dédiée à l'éducation culturelle de ses enfants. Dès son plus jeune âge, Jean-Paul fut immergé dans un environnement artistique, fréquentant le Louvre, les théâtres et les ateliers, mais son enfance fut loin d'être un conte de fées. La Seconde Guerre mondiale bouleversa la vie familiale. Alors que les bombes tombaient sur l'Europe et que la France était occupée, les Belmondo connurent des difficultés financières et un quotidien marqué par l'angoisse. Malgré ce contexte, ses parents s'efforcèrent de protéger leurs enfants de la noirceur du monde extérieur, les emmenant découvrir l'art et la culture, espérant que ces expériences nourriraient leur imagination et leur résilience. Cependant, la jeunesse de Jean-Paul fut marquée par une énergie débordante difficile à canaliser. À l'école, il se heurta à des enseignants incapables de comprendre sa sensibilité et sa vivacité. Ses professeurs ne voyaient pas en lui un futur artiste, mais plutôt un élève indiscipliné et turbulent. Les expulsions se succédèrent pour bagarres, plaisanteries et refus d'obéir aux règles. Ses échecs scolaires ne furent pourtant pas un frein à son développement, mais un moteur qui aiguisa sa détermination à trouver sa propre voie. Pour canaliser cette énergie, Jean-Paul se tourna vers le sport. Il essaya successivement le cyclisme et le football avant de découvrir la boxe, discipline dans laquelle il excella rapidement. Son corps se transforma, sa confiance grandit, et il devint champion de boxe poids welter de Paris à l'adolescence. Pourtant, cette période de gloire sportive fut interrompue brutalement par la tuberculose, l'obligeant à abandonner une carrière qui lui offrait succès et reconnaissance. Cette épreuve, bien que douloureuse, ouvrit une nouvelle voie vers le théâtre et le cinéma, des passions qu'il nourrissait depuis l'enfance mais auxquelles il n'avait encore jamais osé s'adonner pleinement. Le jeune Belmondo décida alors de se lancer dans l'art dramatique, mais il se heurta au rejet. Même les amis de son père, dont certains étaient influents dans le monde du théâtre, le considérèrent comme inapte à la scène. Ses premières tentatives au Conservatoire national d'art dramatique furent un échec, et il fut recalé à 2 reprises. Lorsqu'il fut enfin admis en 1952, l'accueil des professeurs fut froid et moqueur. Son visage de voyou, son nez cabossé et son sourire de travers suscitaient raillerie et scepticisme. Un professeur alla même jusqu'à déclarer que Belmondo ne réussira jamais avec une tête pareille. Mais plutôt que de se décourager, Jean-Paul transforma ses critiques en moteur pour progresser. Il continua à travailler dans des productions théâtrales, expérimentant des rôles et affinant son style unique, celui d'un artiste brut et authentique. Son charisme naturel et son énergie magnétique, qui avaient parfois été perçus comme des défauts, devint peu à peu sa force la plus précieuse. Alors que ses camarades de conservatoire se conformaient aux standards classiques, Belmondo osait être lui-même, jouant avec audace, improvisant et mettant en avant un style vivant, spontané et irrésistible. Durant cette période,
Il forgea également sa personnalité de rebelle, défiant l'autorité et expérimentant le monde autour de lui. Son adolescence fut marquée par des expériences variées, des confrontations avec l'autorité, des premières passions et des moments de solitude qui préparèrent le terrain pour sa future carrière. La combinaison de son énergie physique, de son esprit indomptable et de son amour pour l'art fit naître une singularité qui allait bientôt révolutionner le cinéma français. En résumé, l'enfance et l'adolescence de Jean-Paul Belmondo furent une école de vie. Confronté à la guerre, à la maladie, au rejet et aux obstacles scolaires, il apprit à transformer les épreuves en force. Son environnement familial, bien que difficile, lui offrit les outils pour nourrir son imagination et sa sensibilité artistique. Les graines de sa future légende, le charisme, l'audace, la capacité à rebondir après chaque échec furent semées dès ses premières années. Ce jeune garçon au visage cabossé et au sourire irrésistible, autrefois moqué et rejeté, allait bientôt devenir une figure incontournable du cinéma, portant en lui toute la complexité de l'humain et la puissance d'un destin hors du commun. Premier pas dans le cinéma et rencontre avec Godard. Après une jeunesse marquée par la turbulence, les échecs scolaires et les premiers succès sportifs, Jean-Paul Belmondo s'orienta naturellement vers le monde de l'art dramatique. Sa passion pour le théâtre était ancienne. Dès son plus jeune âge, il avait été fasciné par les planches, les personnages et la magie des représentations. Cependant, la route vers le succès ne fut pas facile. Le jeune Belmondo se heurta à des portes fermées, à des critiques humiliantes et à un scepticisme profond de la part des professionnels de la scène. Même les amis influents de son père ne croyaient pas en lui, et chaque tentative pour entrer au Conservatoire national d'art dramatique se soldait par un échec humiliant. Lorsqu'il fut finalement admis en 1952, ce fut loin d'être un accueil triomphal. Les professeurs le jugeaient trop différent, trop brut, trop instinctif pour les standards du théâtre classique. Son nez légèrement cabossé, son sourire irrégulier et sa manière de bouger semblaient déranger un système qui privilégiait la perfection esthétique et la discipline académique. Les moqueries et les remarques acerbes n'étaient pas rares. Avec une tête comme la tienne, jamais tu ne feras carrière sur scène, lui avait-on dit. Mais plutôt que de se laisser abattre, Jean-Paul transforma ses critiques en carburant pour son ambition. Il développa un style unique, mêlant improvisation, naturel et authenticité, qui le distinguait de tous les autres acteurs en formation. Ses débuts professionnels furent modestes. Ses premiers rôles au cinéma se limitaient à de brèves apparitions dans des comédies légères ou des drames secondaires, souvent sous-estimés par les critiques et le public. Ces expériences, bien qu'humiliantes par moments, lui permirent d'acquérir de la confiance face à la caméra et de comprendre le fonctionnement du cinéma. Il apprit à naviguer entre la pression des réalisateurs et l'exigence d'être toujours captivant devant l'objectif, même dans des rôles mineurs. C'est dans ce contexte que Jean-Luc Godard fit irruption dans sa vie. À cette époque, Godard était un jeune critique devenu réalisateur, désireux de bouleverser les codes du cinéma français. Il cherchait un acteur capable d'incarner un héros moderne, rebelle et vivant, et Belmondo correspondait parfaitement à cette vision. Godard perçut immédiatement chez lui une énergie brute, un charisme naturel que ni ses professeurs ni l'industrie traditionnelle n'avaient su reconnaître. Leur rencontre marqua un tournant décisif dans la carrière de l'acteur. Belmondo débuta avec Godard sur un court-métrage intitulé Charlotte et son Jules. Bien que le rôle fût court, sa performance fut intense et laissait transparaître toute la présence magnétique qu'il allait exploiter par la suite. Les séquences filmées révélaient un acteur capable de captiver l'attention sans artifice, simplement en étant lui-même. C'était un avant-goût de ce qui allait révolutionner le cinéma français quelques années plus tard. Puis vint À bout de souffle, film qui allait non seulement lancer la carrière de Belmondo, mais aussi redéfinir le visage du cinéma français. Tourné dans les rues de Paris, avec une caméra légère et une liberté d'improvisation quasi totale, le film échappait aux règles strictes des studios traditionnels. Les dialogues étaient souvent écrits la veille, et l'acteur devait s'adapter à un tournage vivant et imprévisible. Les longues tirades classiques, les répétitions méticuleuses et les éclairages sophistiqués n'existaient pas. Il suffisait d'être authentique, vivant et spontané. Pour Belmondo, ce style était libérateur. Enfin, il pouvait exprimer tout ce qu'il avait appris depuis l'enfance, le jeu brut, la capacité à improviser, le charme naturel et le regard malicieux qui captivaient l'audience. Son personnage, Michel Poicart, était un petit voyou au charme irrésistible, vivant chaque instant avec intensité, flirtant avec la morale tout en défiant l'ordre établi. Fumeur, dragueur, menteur et insouciant, Michel incarnait l'homme moderne, conscient que la vie pouvait basculer à tout moment. La sortie du film fut un choc. Les critiques furent stupéfaits par cette approche novatrice et les spectateurs jeunes se mirent à adopter le style et l'attitude de Belmondo. Paris n'était plus seulement un décor, mais un personnage à part entière, et Belmondo,
avec son charisme et son insouciance, devint l'incarnation de la nouvelle vague. Il était le rebelle que personne n'avait vu venir, le visage d'un cinéma spontané et imprévisible. À bout de souffle ouvrit également la porte à une reconnaissance internationale. Les jeunes spectateurs à travers le monde furent fascinés par ce nouvel acteur qui rompait avec les codes établis. Sa capacité à incarner à la fois le charme, le danger et la vulnérabilité fit de lui une figure unique et inimitable. Son ascension ne fut pas seulement due à son physique ou à son allure, mais à sa capacité à incarner un personnage vivant, humain et imparfait, en contraste avec les héros parfaits et lisses d'Hollywood. Ce film marqua également le début d'une relation durable avec le public français. Le spectateur voyait en Belmondo un homme accessible, imparfait et profondément humain, mais capable de grandes audaces. C'était un acteur que l'on aimait autant pour ses exploits à l'écran que pour son énergie, sa joie de vivre et sa capacité à défier les conventions. Les critiques, initialement sceptiques, commencèrent à reconnaître la singularité et le talent de l'acteur. En quelques mois, Jean-Paul Belmondo passa du statut de jeune comédien méconnu à celui de star de la nouvelle vague française. Son visage cabossé, son sourire de travers et son charisme brut, initialement moqué, étaient désormais des marques de fabrique. Loin de chercher à plaire à tout prix, il imposait sa présence, ses règles et sa vision du jeu. Cette période posa les fondations de toute sa carrière. Un mélange unique de charisme, de bravoure et de liberté artistique qui allait continuer à marquer le cinéma pendant des décennies. Ainsi, les années de lutte, de rejet et de persévérance se transformèrent en un tremplin vers l'immortalité cinématographique. Jean-Paul Belmondo venait de franchir un cap décisif. Il n'était plus seulement un jeune acteur prometteur. Il était devenu l'emblème d'un cinéma révolutionnaire, capable de captiver les spectateurs par sa vérité et sa vitalité. Et c'est à partir de ce moment que sa vie professionnelle et personnelle allait entrer dans une phase d'ascension fulgurante, ponctuée de succès, de choix audacieux et d'une notoriété qui ne connaîtrait presque jamais de limites. Ascension et célébrité. Après le succès fulgurant de À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo devint une figure incontournable du cinéma français. Son visage atypique, son sourire malicieux, son charisme brut ne ressemblaient à aucun autre acteur de son époque, et cette singularité devint sa marque de fabrique. Alors que de nombreux comédiens rêvaient de rejoindre Hollywood, Belmondo choisit de rester fidèle à la France, refusant les sirènes d'une industrie qui aurait pu le transformer en star internationale stéréotypée. Il voulait préserver sa liberté artistique, celle qui lui permettait de prendre des risques, d'improviser et de travailler dans des projets qui correspondaient à sa vision de l'art et de la vie. Dans les années qui suivirent, Belmondo navigua avec aisance entre cinéma d'auteur et film grand public, réussissant un équilibre entre popularité et respect critique. Il travailla avec des réalisateurs majeurs tels que Jean-Pierre Melville, François Truffaut ou encore Henri Verneuil, chacun reconnaissant son talent et son énergie unique. Dans Léon Morin, Prêtre ou Le Doulot, il démontra une capacité étonnante à incarner des personnages complexes, souvent en marge des conventions. Il n'était pas seulement un acteur de charme, il était un acteur capable de porter des rôles profonds, dramatiques et nuancés. Parallèlement, il continua à séduire le grand public grâce à ses films d'action et d'aventure. Son engagement physique était légendaire. Il refusait systématiquement l'usage de doublures et réalisait lui-même la majorité de ses cascades. Sauter d'un toit, se suspendre à un hélicoptère ou conduire à des vitesses folles étaient autant de preuves de son audace et de sa détermination. Cette témérité forgea sa légende et séduisit le public français comme peu d'acteurs avaient pu le faire avant lui. Des films comme L'Homme de Rio, Pierrot le Fou, Le Magnifique ou encore Le Cerveau illustrèrent sa polyvalence. Il pouvait passer avec aisance de l'action à la comédie, du drame au film d'auteur, tout en restant crédible et fascinant à l'écran. Cette ascension professionnelle s'accompagna cependant de choix de vie complexes. La célébrité massive apportait un charme irrésistible mais mettait également une pression immense sur sa vie privée. Son mariage avec Élodie Constantin, qu'il avait épousée très jeune et avec laquelle il avait eu 3 enfants, commença à vaciller sous le poids de ses aventures et de sa notoriété croissante. La frontière entre vie professionnelle et vie familiale s'estompa, et malgré ses efforts pour rester un père présent, les tensions étaient palpables. La célébrité de Belmondo, qui fascinait le public, devenait parfois un obstacle à sa stabilité personnelle. La rencontre avec Ursula Andress, légendaire James Bond girl, bouleversa également sa vie. Leur alchimie fut immédiate, passionnelle et destructrice à la fois. La relation dura 7 ans, marquée par l'intensité des émotions, les conflits et une complicité qui ne laissait jamais place à l'indifférence. Cependant, elle provoqua la rupture avec Élodie, laissant derrière elle des blessures émotionnelles profondes, notamment pour leurs enfants. La vie amoureuse de Belmondo, marquée par l'intensité et le drame, deviendra un fil conducteur de ces années de gloire, souvent médiatisé et scruté par un public avide de détails.
Professionnellement, Belmondo poursuivit sa montée en puissance en refusant de se cantonner à un seul type de rôle. Il sut alterner entre films d'auteurs exigeants et productions populaires à grand succès, ce qui lui permit de conserver un large public tout en expérimentant artistiquement. Il collabora avec François Truffaut sur La Sirène du Mississippi, un projet qui mêlait romantisme et suspense, et offrit des performances d'une authenticité rare. Sa capacité à s'adapter à des registres variés et à insuffler une énergie unique à chacun de ses personnages fit de lui un acteur irremplaçable, capable de rendre crédible le moindre rôle. Dans les années 1960 et 1970, Belmondo devint le héros national, l'incarnation du rebelle, du séducteur et du courage incarné. Les foules se pressaient pour le voir sur grand écran, ses films battant des records d'audience. Même à l'international, notamment en Union soviétique, ses productions rencontraient un succès inattendu, les billets se vendant parfois sur le marché noir. Ce succès colossal ne fut toutefois pas exempt de défis. La célébrité massive imposait un rythme effréné, des pressions intenses et une exposition constante aux critiques, qu'elles soient positives ou destructrices. Malgré tout, Belmondo garda une approche pragmatique et authentique de son métier. Il ne cherchait jamais à plaire à tout prix, mais voulait surtout rester fidèle à lui-même et à son style. Sa carrière devint un mélange fascinant de bravoure physique, de charisme irrésistible et de profondeur émotionnelle. Il sut également s'entourer de collaborateurs qui comprenaient sa vision et respectaient sa liberté, créant des films qui défiaient les normes et marquaient durablement le cinéma français. Pourtant, derrière le charme, les succès et l'énergie débordante, la vie de Belmondo commençait à montrer ses premières fissures. La solitude liée à ses choix personnels, la douleur des ruptures amoureuses et la difficulté à concilier gloire et intimité laissaient des traces. Les femmes qu'il aimait profondément étaient souvent source de bonheur mais également de blessures, et chaque relation laissait un héritage émotionnel complexe. Cette dualité entre gloire publique et tourment privé allait caractériser une grande partie de sa vie. Elle révélait que, derrière le héros intrépide et charismatique, se cachait un homme sensible, humain, confronté aux mêmes fragilités que tous, mais exposé à la lumière impitoyable du public. Ainsi, ces années d'ascension et de célébrité posèrent les bases d'une carrière légendaire, tout en préparant le terrain pour les épreuves personnelles et les tragédies qui allaient marquer sa vie plus tard. Jean-Paul Belmondo n'était pas seulement une star. Il était un symbole de liberté, de courage et de singularité, mais aussi un homme confronté aux complexités de la vie et aux exigences écrasantes de la célébrité. Sa trajectoire, faite de choix audacieux, d'amour et de défis, allait continuer à captiver le public et inspirer les générations futures. Vie amoureuse et tourments personnels. Derrière le charisme irrésistible de Jean-Paul Belmondo et l'image publique de l'acteur intrépide se cachait une vie amoureuse complexe et tourmentée, souvent à la hauteur de ses exploits cinématographiques. Les femmes de sa vie n'étaient pas simplement des partenaires. Elles furent tour à tour source de passion, de bonheur et de blessures profondes. Son existence privée, marquée par des élans émotionnels intenses, reflétait un tempérament passionné, incapable de la demi-mesure, où l'amour se vivait dans l'extrême et la tension constante entre désir et responsabilité. Son premier mariage avec Élodie Constantin, qu'il avait épousée à seulement 20 ans, fut à la fois tendre et fragile. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Patricia, Florence et Paul. Dans cette jeunesse marquée par la célébrité naissante, Belmondo jonglait entre un travail exigeant et des responsabilités familiales écrasantes. Élodie, consciente du charisme et de la popularité de son mari, tenta de naviguer dans cette situation avec compréhension, fermant les yeux sur certains flirts qu'elle jugeait inévitables pour un homme d'une telle aura. Pourtant, le déséquilibre entre la vie publique et la vie intime finit par peser sur leur couple. L'amour ne suffisait plus à contenir la tension croissante. L'attention constante du public et la vie trépidante de Belmondo éloignaient progressivement le mari de la famille, laissant des traces indélébiles sur les enfants. La rencontre avec Ursula Andress pendant le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine fut un véritable bouleversement. La légendaire James Bond girl et Belmondo ressentirent immédiatement une alchimie explosive. Leur passion était volcanique, indomptable et impossible à dissimuler. La relation dura 7 ans, marquée par une intensité émotionnelle qui alternait entre moments de bonheur total et conflits destructeurs. L'impact sur sa vie familiale fut irréversible. La séparation avec Élodie devint inévitable et ses enfants durent faire face à la douleur de voir leur père engagé dans une relation qui semblait tout emporter sur son passage. Patricia, particulièrement, ressentit profondément la fracture, laissant une cicatrice émotionnelle qui ne se refermera jamais complètement. L'amour, pour Belmondo, était à la fois exaltation et désolation, capable de porter à des sommets comme à des abîmes. Après Ursula Andress, l'Italienne Laura Antonelli entra dans sa vie.
Actrice talentueuse et personnalité fascinante, elle quitta son mari pour vivre avec Belmondo, donnant naissance à ce qu'ils appelèrent un mariage de week-end, partagé entre Rome et Paris. Leur liaison dura 7 ans, et bien que ponctuée de bonheur, elle ne fut jamais exempte de tension. Laura cherchait une liberté que Belmondo, fidèle à sa nature passionnée, ne pouvait toujours lui offrir. Leur séparation provoqua un traumatisme pour Antonelli, qui sombra dans la dépression et l'alcool, hanté par ce qu'elle considérait comme la perte d'une partie de sa vie. Ces ruptures répétées ne furent pas simplement des scandales médiatiques. Elles reflétaient le poids d'un homme incapable de conjuguer son énergie débordante, son besoin d'aventure et la stabilité que certaines femmes désiraient. La relation suivante avec Maria Carlos Sotomayor, mannequin de 10 ans sa cadette, fut un autre exemple de son caractère amoureux intense mais conflictuel. Belle, capricieuse et infidèle, Maria refusa de se marier malgré les années passées ensemble. La rupture, ponctuée d'un geste cruel, un chiot terrier accompagné d'un mot acerbe, illustrait les extrêmes émotionnels que traversaient les personnes aimant Belmondo. Sa réputation de séducteur se consolidait au fil des années, mais la façade publique masquait un prix émotionnel élevé. Solitude, regrets et blessures profondes accompagnaient souvent ses passions. Ces histoires d'amour montrent une constante. Pour Belmondo, les femmes étaient à la fois sa plus grande joie et la source de ses blessures les plus profondes. Chaque relation reflétait son intensité émotionnelle, sa capacité à s'investir totalement, mais aussi sa vulnérabilité. Il ne vivait jamais l'amour à moitié. Chaque liaison était un engagement total, mais cette même passion pouvait dévaster et laisser des cicatrices. Derrière l'image de l'homme intrépide et insouciant se cachait un cœur qui saignait, un homme profondément humain confronté aux conséquences de ses choix et à la complexité des sentiments. Ces tourments amoureux n'étaient pas les seuls à marquer sa vie privée. La célébrité et la pression constante de ses fans et des médias amplifiaient chaque rupture, chaque scandale. La France entière suivait ces relations avec fascination, et l'acteur dut jongler avec la curiosité publique tout en tentant de protéger ses enfants et de préserver sa dignité. La dualité entre sa vie sur le devant de la scène et ses luttes personnelles créait une tension constante, le forçant à trouver des échappatoires dans son travail, sa famille ou ses passions. Malgré ces défis, Belmondo continua de cultiver sa vie amoureuse avec authenticité et intensité. Chaque relation, chaque passion était vécue pleinement, avec la conscience que l'amour pouvait être à la fois épanouissant et destructeur. Il ne se cachait jamais, ni sur le plateau ni dans sa vie privée, affrontant ses choix et assumant les conséquences de ses passions. Cette honnêteté émotionnelle, bien que coûteuse, renforçait sa stature de légende, un homme qui vivait ses émotions avec une vérité brute, sans compromis. En somme, la vie amoureuse de Jean-Paul Belmondo fut un reflet de sa personnalité entière, charismatique, audacieuse, passionnée, mais également vulnérable et parfois autodestructrice. Chaque liaison, chaque rupture, chaque tourment révélait un homme qui aimait intensément, parfois au prix de sa tranquillité et de sa stabilité. Sa célébrité et son charme amplifiaient la portée de ses amours et de ses drames, faisant de sa vie privée un récit presque aussi captivant que ses films. Les femmes qu'il choisissait et aimait incarner à la fois ses désirs, ses rêves et ses blessures, dessinant un portrait complexe, humain et profondément émouvant d'un des plus grands acteurs français. Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français, nous a montré que le courage et la passion vont bien au-delà des écrans. Derrière les rôles légendaires se cachait un homme vulnérable, vivant chaque instant avec intensité. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les légendes du cinéma, abonnez-vous à la chaîne.